Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Vincent Bilodeau et je serai le présentateur de cette soirée. Je voudrais vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à la 18e édition de cette activité honorant la mémoire de nos patriotes de 1837-1838, pendus par les autorités britanniques de l'époque pour avoir lutté pour la démocratie, la liberté et l'indépendance. Les patriotes pendus le 15 février 1839 étaient Amable Daunet, François-Marie Thomas, chevalier de Lorimier, Charles Hindelang, Pierre-Rémy Narbonne et François Nicolas. Pour débuter, nous allons procéder au traditionnel salut au drapeau du Québec et à celui des patriotes, et nous observerons un moment de silence à la mémoire de nos patriotes qui ont sacrifié leur vie pour leur patrie. J'invite donc M. Benoît Roy à vous prononcer les saluts au drapeau et vous adresser quelques mots après un moment de recueillement. Drapeau du Québec, salut. À toi mon respect, ma fidélité, mon amour. Vive le Québec, vive son drapeau. Je vais poursuivre avec le salut au drapeau des Patriotes qui a été écrit par feu M. Gilles Réaume. Drapeau tricolore des Patriotes, salut. À toi mon respect, ma fidélité, mon amour. Vive les Patriotes de Papineau. Vive la mémoire des femmes et des hommes de 37-38. Vive la République du Québec. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette activité de la commémoration des Patriotes du 15 février. Notre thème cette année est le français, langue nationale. Le français est au cœur de notre identité collective et le ciment de notre nation. Nous représentons moins de 2 % de l'Amérique du Nord en termes démographiques. Notre expérience au sein de l'histoire politique canadienne nous démontre qu'en 1867, on nous a vendu un rêve où les droits des francophones seraient protégés. Ce rêve est un échec. On nous a trahis. Depuis fort longtemps, le Canada et ses provinces ont bafoué les droits linguistiques des minorités françaises à travers presque toutes les provinces de cette époque par des lois proscrivant l'enseignement du français et faisant obstacle à son épanouissement. Ces communautés font face actuellement à un effondrement démographique irréversible. L'assimilation fait son œuvre. Même maintenant et ici même au Québec, le gouvernement canadien continue de saper nos efforts pour l'épanouissement du français au Québec par le biais des jugements de la Cour suprême invalidant des articles de loi québécoises adoptés démocratiquement par notre Assemblée nationale du Québec. Plus de 200 articles de la loi 101 ont ainsi été invalidés. Le gouvernement canadien continue son travail d'assimilation en nous imposant un multiculturalisme où la nation québécoise n'est plus considérée comme un des deux peuples fondateurs, comme on nous a vendu cela en 1867. Maintenant, nous ne sommes plus qu'une composante ethnoculturelle dans cette mosaïque canadienne. Qui plus est, la recommandation de nous assimiler par Lord Durham en 1840 dans son rapport par l'exercice d'une vaste immigration massive anglophone est appliquée systématiquement. Face à tous ces dangers, et malgré le fait que nous ayons la Charte de la langue française, le constat est là et chiffré. Nous assistons au déclin du français au Québec, et ce, depuis de nombreuses années. Ce constat a été confirmé et dévoilé par des personnalités connues du milieu universitaire, que l'on pense au chercheur Frédéric Lacroix, le mathématicien Charles Castonguay, le sociologue Guy Rocher et plusieurs autres députés, militants et professionnels. Pour freiner temporairement ce déclin du français, il faut impérativement étendre la portée de la loi 101 au niveau collégial. Or, le gouvernement Legault fait la sourde oreille et nous présente une refonte de la loi 101 qu'il qualifie de robuste, mais qui ne consiste qu'en des mesurettes. L'écurie est en feu et le gouvernement Legault et le ministre Jolin Barrette nous fredonnent la chansonnette
Tout va très bien, Madame la Marquise. L'heure est grave. L'heure n'est plus aux hésitations et aux atermoiements. Il faut du courage, de l'audace et une volonté politique pour redresser la situation linguistique. Au lieu de cela, on nous fournit un projet de loi 96 qui ressemble à une opération de maquillage. Non seulement le projet de loi 96 ne corrige pas les dangers qui nous guettent, mais le gouvernement Legault en rajoute en investissant massivement dans des projets visant à valoriser l'enseignement supérieur en anglais avec l'agrandissement de Dawson College au coût de 75 millions de dollars et le don des terrains de l'hôpital Royal Vic à McGill University d'une valeur de près de 1 milliard de dollars. Nous sommes à la croisée des chemins. Il faut choisir l'indépendance du Québec pour favoriser l'essor et l'épanouissement du français. Seul ce statut politique pour le Québec pourra sauver notre nation du déclin qui découle de notre appartenance au Canada. Seule l'indépendance nous permettra, avec la maîtrise des domaines tels que l'immigration, les communications, la culture, de favoriser véritablement le plein épanouissement du français. Vive le Québec libre. Merci. Merci, Monsieur Roy. Le thème de cette commémoration du 15 février cette année est « Le français, langue nationale du Québec ». Pour l'occasion, le Rassemblement pour un pays souverain a invité le député de Matane-Matapédia du Parti québécois, porte-parole du 3e groupe d'opposition en matière de langue française et ancien chef du 3e groupe d'opposition, M. Pascal Bérubé, à prendre la parole. Monsieur Bérubé. C'est de mon bureau du Parlement de Québec que je vous parle à l'invitation du Rassemblement pour un pays souverain, que je remercie pour son invitation et aussi pour ce prix, le prix Louis-Joseph Papineau, qu'on m'a remis en 2020. La langue, c'est le fondement de l'engagement de bien des indépendantistes. C'est le cas au Parti québécois. Chez nous, il n'y a personne à convaincre de l'importance de la langue française. Ça fait partie de notre identité, comme notre culture, comme nos traditions, comme nos réalisations. La langue, c'est fondamental. Et même quand le projet de pays n'est pas aussi près qu'on le souhaiterait, la langue, c'est quotidien. Ça nous habite toujours. C'est très émotif pour nous, la langue. Et on le sait, depuis la conquête, cette langue, elle a réussi à survivre, elle a réussi à prospérer, elle a réussi à se faire entendre, mais tout ça est fragile. Et aujourd'hui, en 2022, force est de constater, à l'aide des chiffres, que c'est une langue en déclin, non seulement à Montréal, mais ailleurs aussi. Et en ce sens, le Parti québécois, fidèle à la tradition, fidèle à ses engagements qui l'ont guidé des débuts du Parti québécois jusqu'à aujourd'hui, continue son travail pour la promotion de la langue, sa valorisation et sa défense. Une illustration du déclin de la langue française au Québec. Sur ce graphique, vous voyez bien à quoi ressemble le destin de la langue. Si on ne fait rien, c'est ce pointillé qui fait en sorte qu'on va passer en bas du 85 % d'utilisation de la langue. Si on pose les actions nécessaires, celle dont je vais vous parler du Parti québécois, on remonte. C'est aussi simple que ça. Si on ne fait rien, c'est le déclin. Si on agit, on peut remonter la pente. Mais ça prend des gestes courageux, pas toujours les plus populaires, courageux à la hauteur du défi. Et l'enjeu, c'est les transferts linguistiques dans bien des cas. L'immigration au Québec, c'est une nécessité. On peut discuter des taux d'immigration, de la capacité d'intégration à la société québécoise en emploi avec la langue. Voici la situation actuelle. Présentement, les transferts linguistiques des allophones, c'est 45 % d'anglais en 2021. Ce qu'on souhaite au Parti québécois, en posant les gestes qu'il faut, c'est qu'il soit à 25 %. C'est une cible. C'est déjà une grande distinction avec le plan qui est proposé par la CAQ. Pourquoi je vous parle du gouvernement du Québec? Parce qu'il est arrivé avec un projet de loi, le projet de loi 96 sur la langue française, qu'il prétend être le plus ambitieux depuis la loi 101. Alors, on va regarder ça ensemble. D'abord, aucune formation politique dans l'histoire du Québec n'a posé de gestes plus forts, plus ambitieux, plus courageux que le Parti québécois avec la Charte de la langue française, la loi 101. Ça s'imposait, ça n'a pas été simple à faire appliquer. D'abord, le gouvernement Lévesque était résolu à agir pour le français et le docteur Lorrain, lui, souhaitait qu'on aille beaucoup plus loin. La Charte de la langue française établissait que le français est non seulement la langue officielle du Québec, c'est la langue du travail,
c'est la langue de l'intégration. Les nouveaux arrivants iront à l'école primaire et secondaire en français. C'est une grande nouveauté. C'est un grand sursaut de fierté. Et ça ne s'est pas fait sans heure. Le Parti libéral du Québec, à l'époque, qui était l'opposition officielle, a voté contre la loi 101. Maintenant, il semble s'en réclamer. Tout au long des années qui ont suivi, les différentes cours ont charcuté la loi 101. Elle n'est plus ce qu'elle était au départ. Il fallait demeurer vigilant. Dans le gouvernement de Mme Marois, en 2012, 2013, 2014, on a travaillé une nouvelle mouture, la loi 14, pour redonner du lustre à la loi 101. Ça n'a pas pu se faire parce qu'on était minoritaire, parce que les libéraux et la CAQ étaient contre. Ils trouvaient que ça allait trop loin. Maintenant que le projet de loi 96, le gouvernement de la CAQ croit que c'est les gestes qu'il faut poser pour le français. Remarquez, pour le français, pas pour contrer son déclin. Voyons une différence majeure. Pour contrer son déclin, il y a des gestes forts à faire. Un de ces gestes, faire en sorte que la fréquentation du collège se fasse en français. Donc, prolonger la fréquentation scolaire pour les nouveaux arrivants, notamment en français au collégial. Le collégial est financé par l'État. Si on ne le fait pas, on finance notre propre assimilation. À l'origine, ce n'était pas prévu dans la loi 101. Ce n'était pas une position du Parti québécois, mais les chiffres qui nous ont été présentés au cours des dernières années ont fait en sorte que le Parti québécois a changé d'idée là-dessus. Y compris des personnes qui ont contribué à la rédaction de la loi 101. Le grand Guy Rocher, au de ses 97 ans, de son intelligence rare, de sa sagesse, est venu nous dire « Si c'était à refaire, je l'aurais inclus ». Alors, nous faisons la promotion de cette mesure. Nous ne sommes pas seuls. Une grande coalition le réclame aussi, avec Guy Rocher, avec Christian Dufour, avec des syndicats de plus en plus nombreux dans les collèges du Québec, avec de nombreuses personnalités qui nous appuient et même une majorité de la population francophone qui le souhaite. Le gouvernement s'y refuse toujours. On trouve que c'est la chose à faire. Ailleurs dans le monde, c'est la langue officielle dans laquelle on étudie. Ça ne devrait pas être différent ici. Le collège en anglais, ce n'est pas pour apprendre la langue. C'est un lieu aussi pour se socialiser. Au début de l'âge adulte, où on prend les décisions importantes pour le travail, pour le côté relationnel, pour l'endroit où on va s'établir, pour la langue qu'on va parler dans les années à suivre. Alors, nous sommes pour cette mesure-là. Le gouvernement est contre. Nous sommes pour que l'immigration se fasse d'abord en français, une connaissance du français à l'arrivée. Le gouvernement du Québec est contre aussi. On pourrait parler des municipalités bilingues qui ont ce statut depuis 1977, mais qui ne devraient plus l'avoir. À titre d'exemple, Otterburn Park, une municipalité de la Montérégie, dans la circonscription du ministre, ne compte que 5,7 d'anglophones, mais a quand même le statut de municipalité anglophone. C'est le cas pour d'autres municipalités, Ville-Mont-Royal, par exemple, Rosemère et combien d'autres. Le gouvernement du Québec a décidé de les laisser faire. En fait, il leur retire le statut, mais il leur dit « Vous avez quelques mois, faites une résolution, puis finalement, ça s'annule. » C'est un manque de courage. Pour le reste, le français doit être présent partout. Langue du travail, langue de l'affichage, langue usuelle, langue de l'État, l'État qui doit être exemplaire, et aussi un élément important qu'on ne retrouve pas dans le projet de loi, la culture. Il me semble que la culture et la langue, ça va ensemble. Donc, ça devrait être, je dirais, abordé de façon commune. Alors, on a proposé de multiples façons de faire la promotion de la langue, d'en faire la protection, d'en assurer le rayonnement. La langue, c'est quelque chose de fondamental. Une langue pour parler, une langue à entendre, une langue pour parler de nous au Québec et dans le monde. Une langue pour faire des affaires, une langue pour faire des réalisations plus grandes que nature, une langue de la science, une langue pour s'exprimer lorsqu'on est triste, une langue pour aimer aussi, une langue qui nous est propre, française et américaine à la fois, une langue qui s'est enrichie des accents de partout dans le monde, une langue qui intègre parce qu'elle accueille, une langue qui n'est pas hégémonique, une langue qui est vivante, une langue qui est conviviale, une langue qui est généreuse pour tous les peuples de la Terre. Une langue qui représente un défi pour l'avenir, parce que l'anglais est partout, parce qu'il y a cette tentation, notamment chez la jeunesse,
et dans le monde des affaires, de prioriser l'anglais. Pourtant, le français est une des grandes langues mondiales, une des langues les plus apprises présentement comme deuxième langue dans le monde, au moment où on se parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer le déclin? Quelques mesures que je vous présente, qui sont dans ce plan d'urgence pour la langue française du Parti québécois, que je vous invite à découvrir. Dans ce plan, évidemment, on aborde l'enjeu du déclin, je vous en ai parlé, mais quelques mesures. Oui, appliquer la loi 101 au cégep, une nouvelle position du Parti québécois. Exiger la maîtrise de la langue officielle pour la sanction des études, avec l'obligation de réussite d'une épreuve uniforme de français adaptée à la fin du parcours collégial. Nouveauté. Interdire l'anglais à l'embauche, à moins que ce soit vraiment essentiel. Appliquer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. Ça nous échappe. On le souhaite. Une loi ne peut pas vraiment l'imposer, mais des banques, des entreprises à charte fédérale, elles sont nombreuses, elles échappent à la loi 101. Le gouvernement du Canada ne veut pas nous accorder cette possibilité d'adapter nos pratiques et surtout de faire en sorte que ça soit assujetti partout au Québec, sur le territoire du Québec. Donc, notre statut provincial nous empêche de bien protéger la langue. Rendre conditionnel au respect de la Charte de la langue française l'octroi de subventions et de tout avantage aux entreprises. Je suis heureux de celle-là. Si vous n'avez pas envie de vous confirmer à la Charte de la langue française, l'État ne vous finance pas. Quand on est sérieux, on a des mesures comme celle-là. Créer un bureau de promotion du contenu québécois pour que notre culture en français rayonne dans les grandes plateformes mondiales, que sont Netflix, que sont Spotify, que sont d'autres plateformes bien connues, notamment de notre jeunesse. Doubler les budgets de Télé-Québec pour élargir sa mission en favorisant l'augmentation de la diffusion de contenu culturel québécois. Faire de la Charte de la langue française une loi quasi constitutionnelle. Voici quelques mesures fondamentales adaptées à d'autres mesures. Le français, il faut d'abord l'aimer. Il faut en faire une langue de prestige. Et cette langue, elle doit être présente partout où l'État est. Elle doit être présente et mieux enseignée à l'école. Elle doit être présente dans notre chanson, dans notre cinéma, dans notre culture de façon générale. Elle doit être présente sur les réseaux sociaux. Elle doit être présente à travers les magnifiques mots français qui peuvent servir d'alternative à des anglicismes. C'est une langue qui est également sujette à de nombreuses utilisations dans bien des domaines. Le français, ça peut être un tremplin vers l'international aussi, sans négliger l'apprentissage des autres langues. Qu'on parle une langue, 2 langues, 3 langues, 4 langues ou 5 langues, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas le rôle de l'État de favoriser l'apprentissage de d'autres langues que le français. Le français, c'est un combat continu. Je l'ai dit, si on ne fait rien, ce qui nous guette, c'est la louisianisation ou le Nouveau-Brunswick. C'est aussi simple que ça. Le français, il ne faut pas le prendre pour acquis. J'ai vu des analyses très jovialistes qui nous disent « on parlera toujours le français ». Les chiffres démontrent que non. Le français, c'est aussi l'image qu'on envoie du Québec. Le français, ce n'est pas seulement menaçant Montréal. Maintenant, il faut dire Laval. Maintenant, il faut dire Brossard. Maintenant, il faut dire l'Estrie. Maintenant, il faut dire l'Outaouais. Maintenant, il faut dire les réseaux sociaux. Au cœur de Montréal, il y a quelques années, j'ai constaté, comme bien d'autres, que l'accueil se faisait en anglais. Et je vais vous révéler un secret. À ce moment-là, j'ai pensé à une motion qui démontrerait que l'accueil doit se faire en français et on l'a appelée la motion du « bonjour aïe ». J'en suis l'idéateur. Vous vous souvenez du débat que ça a fait? Parce que je voulais démontrer, c'est que l'accueil doit se faire en français, avec « bonjour », un des plus beaux mots de la langue française. Et oui, la connaissance d'une autre langue peut permettre d'accommoder des touristes anglophones. Il faut d'abord accueillir en français. Et ça a permis le débat que je souhaitais, un débat sur l'accueil en français dans les places commerciales. Nous ne pouvons pas être étrangers chez nous. Et nous y gagnons. Vous savez, j'ai été ministre du Tourisme dans le gouvernement Marois. Lorsque je suis allé à New York rencontrer une des marques les plus puissantes au monde en matière de tourisme, le I Love New York, ils nous ont dit c'est fantastique ce que vous avez à offrir. It's Europe without a jet lag. C'est l'Europe sans le décalage horaire. Mais j'ai dit qu'est-ce que vous aimez? Ils nous ont dit on aime les événements, on aime la gastronomie. Et on aime tout ça en français. C'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui nous dépayse. Si tout cela se fait en anglais, à quoi bon inviter des gens d'ailleurs dans le monde? Ça fait notre originalité et ça fait notre force. Alors le français, c'est un atout à bien des égards. Et le français est une langue qui nous permet également de s'enrichir de nouveaux amis.
Et je pense au continent africain qui monte de façon importante au plan économique, au plan culturel, au plan scientifique. Devenons des alliés de ce continent qui compte des centaines de millions de locuteurs francophones. Alors, c'est le combat que nous menons pour le français. Bien sûr, le gouvernement est minoritaire et majoritaire. Il pourra faire adopter ce qu'il veut. Mais on a déjà dit que ce projet qu'on disait costaud, finalement, il est mollo. Il n'est pas trop tard pour l'améliorer et j'ai décidé de faire une démarche inusitée. Vous savez, ça fera bientôt 15 ans que je suis en politique comme député. J'ai décidé d'écrire à l'ensemble des députés de la Coalition Avenir Québec en leur disant, écoutez, vous n'êtes pas en faveur du français au collégial, la fréquentation obligatoire, parfait. J'aimerais vous convaincre. Alors, on va se rencontrer confidentiellement si vous le souhaitez. Je vais vous expliquer pourquoi il faut le faire. Parce que ça compte. Parce que je veux qu'on adopte le meilleur projet de loi possible. Et on a encore du temps pour le faire. Alors, vous voyez le sérieux du Parti québécois sur cet enjeu-là. C'est un enjeu fondamental. On connaît ça. Ça nous anime. Ce n'est pas un thème électoral. C'est le fondement de notre engagement politique. Si on est sérieux en matière linguistique, on a eu l'occasion de le démontrer qu'un projet de loi, ne passons pas à côté de faire en sorte de doter ce projet de loi de mesures pour contrer le déclin du français. C'est à quoi s'attaque le Parti québécois. J'ai l'immense privilège de représenter ma formation politique dans ce débat et je tâcherai d'être à la hauteur de ceux qui m'ont précédé, notamment le Dr Lorrain et bien d'autres qui ont défendu la langue française. C'est un combat qu'on mène pour l'avenir aussi. Pour intéresser la jeunesse au français, il est nécessaire. Il sera toujours pertinent, quel que soit le moment. Parce que vous savez, lorsqu'on veut parler de ces questions-là, il y a toujours des gens qui nous disent « Non, ce n'est pas le moment. » Oui, c'est le moment. Parce que le français est menacé au Québec, et si on ne fait rien, bien, c'est une langue qu'on perd. Et nous, Parti québécois, on n'a pas envie de perdre cette langue-là. Donc oui, on peut changer le cours des choses. On peut faire en sorte que le déclin proposé se transforme en tremplin. Nous y croyons fermement. Nous croyons qu'avec ce plan, nous avons les mesures pour y arriver. Et vous savez quoi? Une dernière mesure, et j'y crois beaucoup à celle-là, pour les nouveaux arrivants. Et Dieu sait que le bilan du Parti québécois en matière d'accueil de nouveaux arrivants mérite la considération. À l'époque de Jacques Couture, on a accueilli des Boat People, on a accueilli des Haïtiens, on a accueilli des gens de partout dans le monde. Et en français. Je suis d'avis que les députés de l'Assemblée nationale devraient pouvoir accueillir les citoyens issus de l'immigration après le gouvernement fédéral, dans une deuxième cérémonie, où on leur dit « Vous êtes maintenant au Québec. » Peut-être qu'on ne vous l'a pas dit dans la cérémonie fédérale, avec une juge fédérale. Vous êtes au Québec. Vous êtes des Québécois. Nous vous accueillons avec nos valeurs. Quelles sont-elles? Le français et la langue commune. L'égalité entre les hommes et les femmes. Les institutions sont laïques. Nous vous remettons un drapeau du Québec et un certificat qui vous témoigne que vous êtes des nôtres et que vous participez à notre grande aventure et que le français est ce qui nous unit. Et ça, c'est une proposition que je souhaite voir adoptée pour que toutes les personnes qui choisissent le Québec puissent savoir très clairement que, un, ils sont des nôtres et que nous avons une langue en partage et que nous avons cette générosité et cette volonté que la grande nation québécoise poursuive son aventure avec des gens de partout dans le monde, mais avec une grande langue de la civilisation moderne, le français, qui demeure un point de ralliement, comme notre drapeau. Merci au Rassemblement pour un pays souverain pour votre action. Je vous invite à suivre les débats de la loi 96 sur la langue. Au Parti québécois, cet enjeu-là nous anime, nous brûle à l'intérieur, et je vais tâcher d'être à la hauteur de ce que représente pour nous la langue française, la langue de chez nous. Merci. Merci, M. Bérubé. Le Rassemblement pour un pays souverain a pris la décision en octobre 2019 de créer un nouveau prix, nommé le Grand Prix de la laïcité du RPS, et devant être attribué à une personnalité québécoise indépendantiste s'étant illustrée dans l'avancement des causes de la laïcité et de l'indépendance. Dans le débat qui ne fait que commencer, il apparaissait important aux administrateurs du RPS de contribuer à promouvoir la laïcité dans la sphère publique.
La première personnalité à recevoir cette distinction fut Mme Louise Mailloux, en février 2020. Pour nous dire tout le bien qu'il pense de la récipiendaire Mme Nadia El Mabrouk, cédons la parole à celui qui en fera son adresse, l'artiste peintre et grand militant pour la laïcité, M. Louis Robichaud. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand honneur de faire l'adresse de la récipiendaire du Grand Prix de la laïcité, Mme Nadia El Mabrouk. Quelques notes biographiques et professionnelles. Elle est québécoise d'origine tunisienne. Elle a fait ses études universitaires et son doctorat à Paris. Elle est actuellement professeure titulaire du département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Son domaine de recherche est la bioinformatique et son expertise est le développement d'algorithmes pour la génomique comparative et la phylogénie. Ses recherches paraissent dans de prestigieuses revues d'informatique et de bioinformatique. Le don de soi de Nadia pour le Québec. C'est au moment du projet de charte de la laïcité que Nadia El Mabrouk devient une figure publique. À partir de 2014, elle devient membre des groupes Pour les droits des femmes du Québec, PDF, de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité, la CNAL, où elle participe à la rédaction d'articles et de lettres collectives pour faire entendre la voix des musulmans laïcs. Après un passage remarqué, à Tout le monde en parle, au lendemain de l'attentat de la mosquée de Québec, où elle a tenu à dénoncer les accusations injustes de racisme envers les défenseurs de la laïcité, elle devient chroniqueuse à la presse pendant 2 ans sur la laïcité, le vivre ensemble, l'éducation et le cours d'éthique et culture religieuse, ECR, où elle plaide la nécessité d'en retirer le volet religieux. Elle a par ailleurs réalisé une étude sur l'analyse de contenu des manuels scolaires de ECR, dont les résultats ont été présentés dans diverses conférences et dans un ouvrage collectif intitulé « La face cachée du cours éthique et culture religieuse », dirigé par messieurs Daniel Barry et Normand Baillargeon en 2016. En novembre 2019, elle signe l'excellent ouvrage « Notre laïcité » aux éditions Nord-Sud avec les préfaces de messieurs Guy Rocher et Joseph Facal, ainsi que mes œuvres picturales. Ce projet est né du désir de Nadia de mettre en évidence la laïcité comme socle du vivre ensemble et de la démocratie. Il a été abondamment salué par la critique. Elle est également intervenue en son nom personnel ou en tant que porte-parole des groupes PDF, ACNAL, RPL et d'un collectif de parents dans le cadre du projet de loi 21 où elle a déposé un mémoire et est intervenue en commission parlementaire. Elle fut également témoin pour le mouvement laïque québécois au procès contre la loi 21 à la Cour supérieure de Montréal. Elle a participé en tant que conférencière invitée à de nombreux colloques, notamment ceux de l'Association humaniste du Québec et du MLQ sur l'éducation. Ces articles sont parus dans la presse, Le Devoir, Huffington Post, Le Journal de Montréal, Le Soleil, Le Nouvelliste et Le Droit, au sujet de la laïcité, le féminisme, les droits et la liberté de conscience des enfants. Elle a initié plusieurs lettres ouvertes collectives pour faire entendre la voix des musulmans laïcs et des parents. Elle a reçu à 2 reprises le prix Condorcet des Saules du mouvement laïque québécois. Elle siège actuellement au CA du Rassemblement pour la laïcité. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Argument. Elle a fait l'objet d'un excellent documentaire intitulé « Nadia El Mabrouk féministe » que vous pouvez trouver sur YouTube. Je le suggère fortement, c'est excellent. Alors, je suis extrêmement heureux que nous rendions aujourd'hui hommage à Nadia El Mabrouk, une grande dame, une grande Québécoise à qui le Québec doit beaucoup. Elle est devenue une référence incontournable en matière de laïcité, droits des enfants, éducation et féminisme universaliste. Nadia, mille merci pour toutes tes implications, pour le don de soi et pour ton amour du Québec, des Québécois et des Québécoises. Merci pour le nous, pour notre laïcité. Je n'imagine pas le Québec sans toi. Ton intelligence et ta sensibilité forcent l'admiration. Et merci pour ton amitié. Mais comme disait Falardeau, t'es ma sœur. Félicitations, Nadia. Madame Nadia El Mabrouk, au nom du Rassemblement pour un pays souverain,
j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous décerner le Grand Prix de la laïcité du RPS 2022. Félicitations, madame. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand honneur pour moi de recevoir ce Grand Prix de la laïcité du Rassemblement pour un pays souverain. C'est un geste qui me touche particulièrement. Alors donc je vais un peu rappeler mon parcours. Alors mon engagement pour la laïcité en fait a débuté ici avec le projet de charte du Parti québécois. Alors exiger des employés de l'État de ne pas afficher leur religion dans l'exercice de leurs fonctions, ça me paraissait relever du simple bon sens. Mais les attaques insensées contre le Québec qui en ont découlé m'ont choqué. C'est ce qui m'a fait prendre conscience, en fait, après une dizaine d'années que j'étais au Québec, du fossé qui sépare le Québec du reste du Canada en termes de valeurs, de modèle social, de modèle d'intégration. C'est là que j'ai compris l'importance de protéger le modèle québécois, qui favorise une citoyenneté commune, basée sur une langue commune, des valeurs communes, un modèle qui est très différent, en fait, du modèle de multiculturalisme canadien qui, au contraire, mise sur la valorisation des différences et des particularismes religieux et identitaires. Et puis ce qui a fait en particulier que je me suis engagée publiquement dans ce débat, eh bien, c'est le fait que les plus virulents opposants au projet de loi du PQ étaient des musulmans, ou à ce que je devrais dire des islamistes. Bon, et on entend très peu, en fait, les Québécois d'origine musulmane qui veulent la laïcité et qui ont même choisi le Québec pour la laïcité. En particulier, je pense à mon ami Radia, qui le dit, je suis venu au Québec pour la laïcité. Alors donc, les partisans et les opposants à la laïcité, contrairement à ce qu'on entend, ne se divisent pas en Québécois de souche et minorités ethniques. C'est absurde de dire ça. Les débats sur la laïcité et les droits des femmes ont aussi cours dans les pays musulmans, par exemple. Il suffit de penser à Raïf Badawi, qui est emprisonné encore en ce moment en Arabie Saoudite, en raison de ses positions pour la laïcité, la liberté d'expression, les droits des femmes. La société tunisienne d'où je viens est aussi tiraillée par des tensions islamistes, auxquelles la société civile résiste pour défendre la liberté des femmes, décriminaliser l'homosexualité, établir l'égalité dans l'héritage, permettre à une femme d'épouser un non-musulman, dénoncer le voilement des filles. Et puis il faut savoir que le port du voile a longtemps été interdit en fait dans la fonction publique tunisienne. Alors donc c'est pour ça que j'ai trouvé important de joindre ma voix à celle des courageux, et des courageux qui étaient déjà là, comme Jamila Benhabib, je pense à Jamila Benhabib en particulier, à Fatima Ouda Pépin, à mes amis de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Donc j'ai trouvé que c'était important de me joindre à eux pour soutenir le projet de loi du Parti québécois et puis pour soutenir la laïcité. Bon, alors pourquoi la laïcité? Eh bien, pour s'assurer que des règles religieuses n'interfèrent pas avec des institutions citoyennes, des lois, des règles votées démocratiquement, par exemple à travers des accommodements religieux. Pour respecter le contrat social qui fait que les employés de l'État, les enseignants, les policiers sont au service de la population et non l'inverse. Et donc ils sont tenus de respecter un devoir de neutralité dans les faits et dans les apparences. Et plus la société est diversifiée, pluraliste, comme disait M. Guy Rocher d'ailleurs, plus ce devoir de neutralité s'impose. C'est aussi, moi ce qui me touche en particulier, pour s'assurer que nos enfants, à l'école, ne soient pas soumis à des pressions religieuses, à des valeurs religieuses contraires aux valeurs citoyennes que l'école se doit de transmettre, comme l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour que l'école ne soit pas l'écho des croyances, des dogmes, des idéologies, mais le lieu de transmission des connaissances appuyées par la logique, le raisonnement, la rigueur scientifique. Pour que l'école soit le lieu de la sociabilisation et de la valorisation d'une citoyenneté commune, et non pas un lieu qui exacerbe les appartenances et les pratiques religieuses individuelles. Bref, pour que l'école soit un lieu de liberté, d'apprentissage, et non pas d'enfermement communautaire. Bon, alors, les Québécois qui ont vécu avant et pendant la Révolution tranquille savent très bien ce que signifie l'emprise religieuse, notamment celle de l'Église catholique sur leur vie,
et savent très bien l'importance de la laïcité, notamment pour les droits des femmes. D'ailleurs, le mouvement féministe au Québec est particulièrement impressionnant. Il a permis des avancées sociales uniques qui profitent en fait autant aux femmes qu'aux hommes. Ces femmes et ces hommes connaissent le sens du mot liberté et comprennent bien ce que leur disent les femmes qui sont venues de pays musulmans, qui ont combattu l'emprise de l'islam politique. C'est pour ça que je me suis sentie en phase avec ce mouvement féministe, en particulier avec mon amie Diane Guilbeault, à qui je rends hommage, qui était présidente de Pour les droits des femmes du Québec et qui nous a quittés, qui est décédée en 2020. Nous avons porté ce dossier de la laïcité dans les médias, à l'Assemblée nationale. Nous avons fait entendre les voix des Québécois de toutes origines pour qui la laïcité est essentielle. Mais malheureusement, tout est toujours à refaire. Et on continue à entendre la même rengaine sur le fait que la laïcité serait un projet exclusivement blanc, de Québécois de souche, racistes, liberticides, discriminatoires envers les musulmans. Évidemment, c'est absurde et on n'arrête pas de le dire que c'est absurde. Alors en particulier, la religion n'est pas une race. Si la religion était une caractéristique immuable de la personne, comme la couleur de peau, eh bien, il n'y aurait pas de liberté religieuse. Ça va à l'encontre même de l'idée de liberté religieuse. Par ailleurs, la loi 21 s'applique à toutes les religions de la même façon, aux deux sexes de la même façon. S'il y a discrimination, eh bien, c'est dans les règles religieuses, pas dans la loi. Et encore une fois, l'aspiration à la laïcité de l'État, ce n'est pas un projet de Québécois de souche. Yasmine Mohamed, en ce moment, c'est Yasmine Mohamed, vous savez, une Canadienne de Vancouver qui s'est libérée de l'emprise d'une famille islamiste. Elle parle beaucoup en ce moment, elle communique beaucoup sur Twitter et puis Facebook. Elle défend la loi 21 du Québec et dénonce le fait que les musulmanes qui s'expriment contre l'idéologie islamiste et le voilement des femmes sont ignorées ou même accusées d'islamophobie. On ne veut pas les entendre. Au Canada, c'est la promotion du voile qui est valorisée. On préfère ignorer la réalité, le fait que des femmes sont emprisonnées, tuées même dans les pays musulmans, parce qu'elles ne sont pas suffisamment voilées, que des petites filles sont obligées de le porter, interdites de faire du vélo, du sport. Eh bien, on préfère ignorer cette réalité et croire celle qui nous présente le voile comme une liberté individuelle. Mais je me demande quelle sorte de liberté ces anti-loi 21 veulent défendre. Comment est-ce que ça se fait que les chartes des droits soient maintenant utilisées pour défendre cette vision étriquée de la liberté individuelle au détriment des libertés collectives? En fait, cette interprétation des chartes et de la liberté de religion est en train de faire reculer les libertés, même les libertés individuelles, et de fragiliser les droits des femmes et les droits des enfants, qui sont plus protégés contre l'endoctrinement et l'enfermement communautaire. La laïcité de l'État est en fait un projet progressiste, nécessaire, émancipateur, solidaire, porteur de valeurs citoyennes importantes. Et c'est le modèle, en plus, le modèle social et le modèle d'intégration qu'a choisi le Québec. C'est un choix légitime qui nous appartient. Alors, je suis allée sur la page web du Rassemblement pour un pays souverain et je reprends la deuxième raison qui est donnée sur l'importance de l'indépendance du Québec. Avoir la capacité de choisir nous-mêmes les voies de notre avenir selon nos intérêts collectifs, en particulier pouvoir faire toutes nos lois. Alors, défendre notre modèle québécois de laïcité, c'est donc défendre notre indépendance. On a le droit et le devoir de le faire. Merci. Merci, Mme El-Mabrouk et M. Robichaud. En 2017, le Rassemblement pour un pays souverain a créé un nouveau prix rendant hommage à un ou une indépendantiste québécois et québécoise, bien sûr, s'étant distingué par sa rigueur et son talent dans le milieu journalistique ou de la chronique. Ce prix se nomme le prix Homer Héroux. Homer Héroux est natif de la Mauricie, plus particulièrement
Saint-Maurice de Champlain. Il a exercé sa profession auprès de plusieurs journaux, dont le Trifluvien, La Patrie, le Journal, l'Action sociale et le journal La Vérité, qui appartenait à son beau-père Jules-Paul Tardivelle, qui était un indépendantiste clairement déclaré. Omer Héroux fut aussi un proche collaborateur d'Henri Bourassa au journal Le Devoir. Il s'est distingué pour avoir défendu la langue française et la nation québécoise dans ses écrits, tant au Québec que dans les provinces du Canada. Ces 60 années de journalisme lui ont valu le respect de ses lecteurs et de ses adversaires. Pour venir nous dire tout le bien qu'il pense de notre récipiendaire, j'inviterai l'ancien premier ministre du Québec, M. Lucien Bouchard, à faire l'adresse du lauréat, M. Régent Tremblay. Régent Tremblay est l'homme de tous les milieux, de tous les intérêts, de toutes les passions. De tous les milieux, parce que né dans un petit village au nord de Chicoutimi, c'est là qu'il a planté ses racines. C'est de là ensuite qu'il est parti pour une formation universitaire en pédagogie à l'Université Laval. Et ses premiers pas dans sa carrière très connue et très active ont commencé par l'enseignement du grec et du latin à l'école secondaire. Il fallait commencer par cela à l'époque, il me semble. Mais rapidement, il est entré dans le journalisme, d'abord à Chicoutimi, dans un journal très connu à Chicoutimi à l'époque, qui est associé à toute l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le progrès du Saguenay. Et il a fait ses armes là. C'est moi je l'ai connu à ce moment-là. Le cabinet où je pratiquais le droit avait ce journal comme client. Il m'est arrivé à l'occasion qu'on me demande de relire des articles de Régent, parce que Régent a son franc-parler, et parfois l'éditeur voulait s'assurer qu'il ne s'exposait pas, parce que Régent, il n'écrivait pas n'importe quoi, c'était pas de l'eau de vaisselle, hein, c'était toujours très, très vivant, très robuste et très dru. Et donc, par la suite, il a continué son ascension dans le monde du journalisme, où il a joué un rôle absolument remarquable. Il a vu le prix Jules Fournier pour la langue française. Il a eu le Grand Prix du journalisme sportif pour tout le Canada déjà. Et c'est dire que la carrière qu'il a conduite à la presse, où il était journaliste sportif, a été marquée de tous les succès. Et un article de Régent Tremblay, c'était toujours attendu avec beaucoup d'intérêt. Parce qu'on savait qu'il dirait la vérité, qu'il le dirait franchement, sans après, que ce serait drôle même, un peu ironique. Et c'est ainsi qu'il a occupé dans le monde du sport une place prépondérante, je dirais. Il a couvert des événements internationaux, parce que là, je vais parler de tous les milieux, le milieu du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de ses origines, mais ensuite le milieu métropolitain, le Québec et le monde. Et le monde, il l'a parcouru comme un globe-trotteur. Il a fait le tour du monde, pensez, au moins une dizaine de fois. Il a couvert 11 Jeux olympiques. Il faut le faire, hein, d'un bout à l'autre de la planète. Il a suivi dans leurs exploits sportifs des gens très connus, comme Jacques Villeneuve en particulier, dont il était un ami, un confident. Il était partout dans les grands prix que parcourait le parcours des grands prix de Jacques Villeneuve. Il a couvert des gens remarquables, des sportifs légendaires. Mohamed Ali, Mike Tyson, David Lemieux. C'est quelqu'un qui avait des intérêts absolument universels. Et c'est pour ça que je dis que c'est un homme de tous les intérêts aussi. Parce que, d'abord, le sport, oui, le sport, mais pas n'importe quel journaliste sportif. C'est quelqu'un qui disait sa vérité à tout le monde. Il ne se gênait pas pour dire à des directeurs ou des gérants, propriétaires d'équipe, ce qu'il pensait. Il était toujours très près du bon sens, toujours très près du naturel, de ce que le public pense sans pouvoir avoir l'occasion de le dire. Et lui était le porte-parole du monde populaire, du peuple, enfin, dont il a toujours pensé faire partie. Et le sport l'a conduit, assez étonnamment, à faire une carrière de créateur dramatique. Il a écrit des séries absolument remarquables qui ont fait date. Pensons à Lance et Compte, qui a été diffusé pendant 30 ans, c'est pas rien. Scoop, des séries qui ont été vendues dans près de 80 pays au monde. C'est Régent Tremblay, c'est un homme orchestre, mais en même temps, c'était un créateur. Et au fond, un peu poète. C'est dehors, sa cuirasse un peu rude,
une sorte de poète, d'un homme très sensible qui comprenait bien les gens. Mais il avait aussi des intérêts pour notre pays, pour le Québec, notre société. Il n'était pas désengagé par rapport à cela. Au contraire, il vivait très intensément le parcours québécois et il était très associé à la vie politique. Il connaissait tous les acteurs politiques de tous les côtés. Il les fréquentait, il les connaissait, il rendait compte souvent des impressions qu'il tirait, des rêves qu'il nourrissait. Et tout le monde savait que c'était un personnage tout à fait singulier, très riche, très dense, polyvalent et absolument inclassable. Et ensuite, les passions qu'il avait. Il y avait des passions, par exemple, des passions pour l'humain. C'est quelqu'un qui était profondément humain. Pourquoi il aimait le sport? Parce qu'il voyait dans l'activité sportive une sorte de défi que l'humain livre à la compétition, au dépassement de soi, l'angoisse, l'exaltation des succès, la déception des échecs. Il comprenait très bien tout ce registre humain. Il en rendait compte parfaitement bien dans ses chroniques, dans ses contributions de toute nature, parce qu'il était à la radio, à la télévision, il était partout. C'est un homme qui avait une passion aussi, il faut le dire, pour la vérité. Pour la vérité. Il n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait, il pouvait y mettre les formes, mais c'était toujours très percutant, très clair, très net. Quand on voyait un article paru dans un journal sous la signature de Régent Tremblay, ah ben on en abordait la lecture avec beaucoup d'intérêt et d'anticipation. On savait que ce ne serait pas banal. Et on savait que les choses qui seraient dites là pouvaient correspondre à quelque chose qu'on aurait voulu, nous, on aurait voulu dire, mais qu'on ne pouvait pas dire. Lui, il le disait, il n'avait pas peur de le dire. Il est très présent sur tous les fronts et sa passion fondamentale, la passion pour la langue française. Il ne s'est jamais départi du désir d'illustrer la langue, de la respecter dans ce qu'elle était, dans son naturel, dans la langue de chez nous, sans compromis avec sa qualité, mais en même temps très vrai, très, très proche de nous, en fait un moyen de nous rejoindre tous de façon très émouvante souvent. Et la langue française, évidemment, il l'a défendue, il l'a pratiquée, il a fait les combats des gens de l'air, il a fait forcer la direction du Canadien de communiquer en français. Il s'est dressé contre les prestations d'hymnes nationaux en anglais ou de façon unilingue. Il était très, très présent sur cette scène. Il n'a jamais hésité à faire le combat. Si bien que je suis aujourd'hui très honoré et très fier de joindre ma voix à cet hommage tellement mérité qui est rendu à Régent Tremblay. Régent Tremblay, un Québécois dont le regard n'a jamais cessé de se porter sur un Québec qui devrait assumer sa plénitude ici et dans le monde, dans un monde bien à lui, où il aurait toute sa place. Merci. Monsieur Régent Tremblay. Enchanté. Au nom du Rassemblement pour un pays souverain, j'ai l'honneur de vous décerner le prix Homère Héroux 2022. Félicitations, M. Tremblay. Merci beaucoup. Homère Héroux, c'était un des premiers rédacteurs en chef du Devoir. Puis, j'ai connu d'autres. J'ai connu André Laurando, j'ai connu Michel Leroy. Patrice Roy, donc, me pardonnera de dévoiler que le vrai nom de Michel Leroy, c'était John George Michel Leroy, et qui était mon ami. Puis, j'ai reçu un des premiers prix de toute ma carrière que j'ai reçu, c'est le prix Jules Fournier, qui travaillait avec M. Homère Héroux. J'ai pas l'habitude d'accepter ce genre d'honneur pour diverses raisons. La première raison, c'est comme je suis encore très actif et hyper actif, je me dis que recevoir des honneurs, le lendemain matin, je peux être appelé à critiquer la décision de celui qui honore. Donc, j'ai pour l'habitude de refuser. Mais cette fois, c'était la combinaison du Rassemblement pour un pays souverain et de M. Héroux, journaliste, profession que j'aime de tout mon cœur.
Je trouvais que la combinaison était trop forte pour refuser, pour dire non, pour se laisser désirer. J'ai été honoré, je le suis honoré. Je remercie également Lucien Bouchard, que j'ai connu quand il travaillait chez Fradette Avocat, Bouchard et Associés, sur la rue Racine à Chicoutimi, dans un magnifique bureau, puis que le jour où c'était connu qu'il était souverainiste, il était obligé de déménager l'autre bord de la rue dans un petit bureau au 2e étage. On appelle ça un premier sacrifice, puis un vrai. Merci, M. Bouchard. Pourquoi que je suis, dans le fond, devenu souverainiste? Probablement que quand Daniel Johnson a dit égalité ou indépendance, quand j'ai vu qu'il n'y aurait pas d'égalité, je me suis dit que ça serait donc l'indépendance. Mon premier discours politique, c'est en 1965 aux élections, pour l'Union nationale, mais sous le thème égalité ou indépendance. Puis j'ai évolué. J'ai voyagé partout sur la planète. J'ai fait le tour du monde, je sais pas, 7-8 fois. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que celui qui était obligé de se qualifier quand il se présentait, 9 fois sur 10, c'était le colonisé de la place. Quand j'allais aux États-Unis, un gars du Texas disait « I'm an American ». Le noir était obligé de dire « I'm a black American »,« I'm an Afro-American ». L'espagnol, le cubain qui était aux États-Unis disait « I'm a Latin American ». Quand j'allais, si on rencontrait un Irlandais aux Olympiques ou quand j'allais en Angleterre, le protestant, celui qui a le contrôle, celui qui a l'argent, il se présentait comme « je suis un Irlandais ». Celui qui en bavait, c'était obligé de se présenter « je suis un catholique irlandais ». Prenez partout. Vous allez en Union soviétique, quand je suis allé pour les Jeux de Moscou en 80, le Russe se présentait, il n'y a aucun problème. La minorité était obligée de se définir. À un moment donné, je parlais avec Terry Jones de Edmonton, mon ami. Puis lui, on était aux Olympiques, je ne sais même pas lesquels. Peut-être l'Île-à-la-Mer, Albertville. Puis il disait, il s'était dit, mais I'm a Canadian. Là, moi, j'avais été obligé de dire, I'm a French Canadian. Là, je me souviens, j'avais dit à Terry Jones, Terry, tu me demandes souvent pourquoi je suis séparatiste, parce que pour eux autres, tu es un séparatiste. Et je lui avais dit, c'est bien simple. Moi, je veux être un Québécois, puis je veux que l'autre soit un Anglo-Québécois. Il n'a pas de problème. En anglais, c'est simple. I'm a Québécois, you're an Anglo-Québécois. That's it. T'es Québécois pareil. Mais celui qui se qualifie, c'est pas lui qui mène. Après ça, j'ai continué à évoluer, évidemment. J'espère, en tout cas, que ça va arriver jusqu'à la fin de ma vie. Mais j'ai vu aller le Québec. J'ai vu aller Montréal. Là aussi, j'ai vu des signaux qui sont inquiétants. Parce que un pays dont la capitale, dont la métropole se dilue, le pays entier y passe. Et j'ai très peur, moi, que la langue française, langue officielle, langue nationale, puisque cette langue officielle, langue nationale, cette langue qui est notre langue au Québec, cette langue-là est martyrisée, écrasée, pulvérisée, polluée dans le Grand Montréal. Puis quand on sait que tous les médias sont contrôlés par Montréal, les radios de Québec, les propriétaires sont à Montréal. Les journaux de Québec, les propriétaires étaient à Montréal. Et on le sait, c'est Montréal qui fait Star Academy, puis c'est Montréal qui prépare les bulletins de nouvelles, puis tout le point de vue sur le Québec origine toujours de Montréal. Ben moi, je dis que si on fait pas attention, là, la prochaine étape, ça va être le Nouveau-Brunswick, une province bilingue où les Franco vont être mal à l'aise dans leur province. Puis qu'après ça, l'étape ultime, je vous conseille d'y aller, c'est génial. Allez écouter du jazz sur Bourbon Street en Louisiane. Mais vous allez voir qu'à part le jazz, là, pas sûr que ça vaut la peine pour un Franco de vivre là. Merci beaucoup. Merci, messieurs Bouchard et Tremblay. Voilà qui met fin à cette commémoration du 15 février. Nous espérons que cette réunion patriotique vous a plu. Avant de vous laisser, il ne me reste plus qu'à remercier tous les participants de cette commémoration et à les féliciter.
Et à vous tous et toutes, nous vous remercions d'avoir été là et nous vous invitons à la prochaine activité du RPS, le Gala des Patriotes, le lundi 23 mai prochain. Vive les Patriotes, vive le Québec libre!